On est en direct sur CNews et sur Europe 1. On reçoit Alain Bauer. Bonsoir Alain Bauer. Bonsoir. Professeur de criminologie, ravi de vous accueillir. Votre livre avec Marie Drucker, c'est Au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles passées au crible, aux éditions First. Beaucoup de choses évidemment dans l'actualité qui nous ramènent à ces disparitions. La disparition de la jeune Lina, 15 ans, disparue dans la région de Strasbourg. On peut aujourd'hui en France se volatiliser sans laisser aucune trace. Je pense aussi à l'affaire du petit Émile. Comment est-ce que c'est encore possible ? Alors, tous les ans, il y a 100 000 personnes qui disparaissent, dont on ne parle jamais. La plupart d'entre elles sont retrouvées plus ou moins rapidement, mais il y a 10 000 disparitions dites inquiétantes. Alors, ce terme n'a pas de définition légale, c'est juste qu'il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu d'engueulade, il n'y a pas de petit ami à qui on a empêché, ou inversement, de se rencontrer. Le processus est... Voilà. Là, on a 10 000... Et à la fin de la fin, il reste 5 à 6 000 cas tous les ans, dont on aura beaucoup plus tard une capacité d'identification. Et puis tous les ans, au même moment, on a 1000 personnes qu'on enterre sous X, dont on prélève désormais l'ADN, mais qu'on ne va pas étudier parce que ça coûte trop cher, et dont on ne sait pas s'ils sont ou pas un morceau des 5 ou 6 000 qu'on ne trouve pas. Donc, mais il y a un fichier quand même pour ces 1000 personnes qu'on enterre sous X. Non. Il n'y a pas. Non. Ça, excusez-moi, mais déjà, il a fallu imposer oui. la prise en compte de l'ADN. Avant, ils étaient enterrés sans rien. Aujourd'hui, il y a la prise de l'ADN, mais il n'y a pas d'analyse de l'ADN, parce que ça coûte de l'argent et qu'il n'a pas été prévu de... Vous savez, c'est un très grand fonctionnaire, un très grand serviteur de l'État qui a eu les plus hautes fonctions du pays. M. Jouyet vient d'écrire un livre en disant qu'il venait de découvrir la bureaucratie. Et je pense que c'est honnête. Vous voyez, c'est pas un livre, c'est pas juste pour s'amuser. Eh bien, nous avons des dispositifs qui sont antinomiques avec l'identification et la recherche des victimes. On discute souvent, quand on prépare justement les 200 ou 300 cas de cold case, on discute souvent de ce qui aurait pu se passer si on avait pris au sérieux la disparition. Alors, la plus ancienne, l'affaire Méchineau, 1972, ça fait 50 ans qu'on ne sait pas ce qu'une famille complète est devenue le soir de Noël. Parents et 2 enfants. Disparus. Vous me diriez qu'ils ont été enlevés par les extraterrestres, je vous dirais pourquoi pas. L'enfant qui a disparu le plus longtemps, c'est 1977. Et on en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Bien sûr. Ce qui est terrible, c'est que paradoxalement, plus le temps passe, plus la technologie devient importante, plus on a des dispositifs, et malgré tout, ça arrive encore. Comme là. Le vrai sujet, comme le cas de c'est ça. Et en plus, dans des séries... Émile, Lina, ceux dont on ne parle pas et dont il faudrait un jour qu'on puisse faire le retraitement. Heureusement que les associations et les avocats sont là, parce que la police est submergée, débordée par un nombre d'affaires considérable. Vous voyez vous-même à quel point elle est brinque-ballée un peu partout en fonction des événements. Une fac qui ferme puis qui rouvre, une situation qu'on laisse dégrader parce qu'on n'a pas les moyens, puis on réintervient brutalement, mais en déshabillant Pierre, Paul ou Jacques. Bref, on voit ça. Mais effectivement, vous avez raison, il y a aujourd'hui une reprise importante de ces affaires de disparition. Et puis des bonnes nouvelles, des gens qu'on retrouve 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Un jeune garçon gardé 14 ans reclus chez lui. Madame Campouche qui est identifiée dans une cave en s'échappant. Donc aux États-Unis aussi, on vient de retrouver 2 ou 3 disparitions très inquiétantes et très anciennes. Voilà, mais c'est vrai, on n'a pas amélioré la situation. J'ai une question par rapport à ça. Il y a quelques mois, le ministère de la Justice a dit qu'il avait vraiment une intention d'investir davantage sur les cold cases, donc les affaires non élucidées. Est-ce que, c'est pas du tout pour s'incriminer, mais est-ce qu'on est bon, nous, Français, pour résoudre ces affaires un peu compliquées? Ce qui est terrible, c'est qu'il a fallu qu'un procureur, Jacques Dallès, décide d'aller fouiller le sous-sol de son tribunal pour découvrir tout ce qui avait été classé sans suite, alors même que c'était des affaires graves. Pendant longtemps, on a cru qu'on classait sans suite ce qui n'avait aucun intérêt. Puis on se disait, bon, c'est une contravention, un cambriolage. C'est pas vrai. En fait, ce qu'on connaît le moins dans la victimation en France, c'est les violences physiques et sexuelles. 9% de taux de connaissance de la réalité, pour 75% pour votre rétroviseur. On s'occupe beaucoup mieux de nos voitures, éventuellement de nos vélos, qu'on s'occupe des gens. Et donc, c'est un sujet. Il a fallu attendre 2022-2023 pour que des affaires qui dorment depuis 50 ans puissent enfin être traitées par un outil qui, effectivement, s'en occupe avec des moyens faibles mais réels, avec une grosse unité d'investigation où la gendarmerie a beaucoup appris de ses erreurs du passé et a pris vraiment le lead. Une situation dans la police qui est assez aléatoire en fonction des endroits où vous êtes. Mais donc oui, la question est, enfin, ce truc est remonté. Mais c'est comme MeToo. MeToo, il y a 5 ans, les violences faites aux femmes, après tout, bouffe. Et puis tout d'un coup, le truc explose et on découvre
ce qui est là depuis le début de l'humanité, et la transition extrêmement complexe du droit de cuissage où les femmes n'existaient pas et n'étaient qu'une chose, à la poursuite et la répression du viol dans tous ses aspects. Mais vous avez aujourd'hui dans le journal un élément qui vous montre que la France n'est toujours pas prête à aller aussi loin que l'Union européenne sur la protection des femmes. C'est-à-dire un texte où la France décide de ne pas intégrer le viol dans les enjeux majeurs d'une politique européenne. Et vous avez un débat entre des gens qui disent « mais pourquoi on est encore aussi en retard ?» Et donc la réponse, et vous avez raison, nous sommes très en retard, très en dessous et très loin de ce qui serait nécessaire, et sur les enfants disparus, et sur les violences, et sur les homicides, et les homicidités, les tentatives qu'on traite assez peu, et les violences sexuelles. Alain Bauer, Gérald Darmanin, aujourd'hui encore, a volé au secours des policiers. Il était interrogé à l'Assemblée nationale par notamment un député de la France insoumise, Hugo Bernalicis. Il a rappelé ce qui devrait être une évidence, c'est qu'il vaut mieux croire le policier que le délinquant. On l'écoute, puis vous allez nous dire ce que vous en pensez. Le policier et le gendarme qui est mis en cause, et il peut être mis en cause, personne ne pense qu'il ne peut pas être mis en cause, il ne peut pas être traité comme un délinquant, parce que par ailleurs, s'il a des responsabilités supplémentaires, il a aussi une voie à s'armenter, comme on disait à l'époque, supplémentaire. On doit davantage croire, me semble-t-il, le policier et le gendarme que le délinquant, comme je crois davantage la parole du professeur que celle de l'élève. Lorsque un parent d'élève dit quelque chose à un professeur, que le professeur lui dit « écoutez, votre fils a fait ça », peut-être que le professeur ment. Mais il y a quand même, à mon avis, dès le début, quand on respecte l'autorité, d'abord à donner crédit à la parole du professeur. Ça ne veut pas dire que la parole du professeur, elle mérite d'être acceptée quoi qu'il arrive. Ça veut dire qu'a priori, je suis plutôt du côté du policier, je suis plutôt du côté du juge, je suis plutôt du côté du professeur. Ça devrait être une évidence, ça ne l'est pas. Le professeur aime beaucoup ce que vient de dire Gérald Darmanin. Évidemment. Mais non, sur le fond, le vrai problème, c'est que historiquement, ceux qui étaient les services de police historiques ont beaucoup menti, beaucoup brutalisé, et que les dispositifs de contrôle de l'activité de la police se sont renforcés au fur et à mesure. Et puis il y a eu un équilibre. Et cet équilibre, il a permis d'avoir une police républicaine honnête, globalement, qui fait globalement ce qu'elle doit faire dans des respects d'un cadre déontologique. Et chaque fois que le cadre a changé, la police s'est adaptée. Elle s'est beaucoup adaptée parce que le cadre, il a beaucoup changé. Et si les citoyens français avaient à gérer eux-mêmes le nombre de modifications du code pénal, de circulaires, d'applications, d'ordres contradictoires, d'injonctions contradictoires qui arrivent sur les policiers, ou les magistrats d'ailleurs, tous les ans, ils deviendraient dingues. En contrepartie, la police a très peu de moutons noirs, de violents, de menteurs, de xénophobes, de racistes. Mais ils sont, pour des raisons extrêmement complexes, protégés par une sorte de silence gêné de gens qui disent « Ah oui, mais c'est des collègues, on ne va pas, on n'assume pas ». Et il y a une institution, d'ailleurs, l'inspection générale de la police, l'inspection générale de la gendarmerie, qui punissent massivement. Jamais une administration n'est aussi punie que la police et la gendarmerie. Énormément la police, moins la gendarmerie, mais c'est moins de 10% de la fonction publique, c'est plus de 50% des punitions. Le problème, c'est que quand il y a un désaccord, une relation conflictuelle entre un policier et un citoyen, le système semble incestueux. Il semble en protection plutôt qu'en sanction. Et il manque un élément de légitimité pour redonner toute sa force à ce que dit très justement Gérald Darmanin, c'est la présence d'un œil extérieur dans les enquêtes de l'inspection générale de la police nationale quand des policiers sont mis en cause. Par ailleurs, quand des policiers mentent effrontément à tel point que l'IGPN elle-même s'en émeut en disant « mais vous pouvez pas, t'as la caméra, le machin, le truc », le mensonge va être utile. Vous allez vous enfoncer vous-même. Réglez votre problème, assumez, dites la vérité, expliquez les raisons qui ont fait que... Quand les policiers n'utilisent pas leur propre caméra, ils ne se rendent pas service. Ils créent les conditions. Oui, ils créent les conditions du doute. Or, ils ont considéré que c'était un moyen de les contrôler eux. Pas du tout. C'est un moyen de les protéger, mais ils ne l'ont toujours pas compris. Et certains d'entre eux devraient être punis et massivement punis, mais dans un cadre où enfin l'inspection générale aurait, par exemple, un représentant du défenseur des droits, qui soit y compris un magistrat. Ça ne pose pas de problème. On n'a pas besoin d'un œil extérieur naturellement anti-policier pour dire, évidemment... C'est le magistrat qui dirige... Bien sûr, et l'inspection générale de la gendarmerie désormais aussi. Absolument. Donc, et elle fait très bien son travail. Mais l'inspection elle-même commence à dire, attention, il y a véritablement un problème de certains policiers qui
pris sur le fait, avec des éléments qui sont de moins en moins discutables et sous le respect de la présomption d'innocence, montre qu'il ferait mieux de dire la vérité plutôt que de nous inventer des trucs. On a 2 cas à Marseille qui posent des problèmes majeurs pour la crédibilité de la parole policière, alors que ces 2 cas très isolés rejaillissent, salissent le reste de la police. Une autre explication aussi par rapport à cette réaction de l'institution policière, c'est aussi le fait que, en tout cas c'est ce qu'on voit, l'institution, la police nationale est beaucoup sur la défensive. C'est-à-dire qu'elle est attaquée et elle est souvent sommée de répondre, de réagir aux interrogations. Et elle est rarement à l'offensive, en tout cas pour défendre les policiers qui constituent l'institution. Est-ce que cette institution n'est pas fragilisée encore plus avec le fait que depuis maintenant 5 ans, depuis les dernières législatives, il y a beaucoup plus de députés aussi de la NUPES qui ont un discours anti-police et donc forcément ça prend dans l'opinion publique. Est-ce que tout ça ne participe pas à ce réflexe défensif de la police de cette Disons qu'il y a un climat extrêmement contraire à tout ce qui porte un uniforme. Souvent, je dis, très bien, parlons, les policiers sont racistes, fascistes, xénophobes, etc. Parfait. Ils méritent tout ce qui leur arrive, n'en parlons plus. Pourquoi on attaque les pompiers ? Parce que le problème, il n'est justement pas de focaliser sur la police, même si elle a, je l'ai dit tout à l'heure, ses propres moutons noirs, elle est sur la violence contre tout ce qui représente une institution, non seulement quand elle arrive, mais quand on organise un guet-apens pour les pompiers ne tutoient personne, interviennent pour éteindre des feux et sauver des gens. C'est-à-dire, vous n'avez aucune des critiques potentielles que vous avez contre les policiers pour justifier la violence qu'ils subissent. Les pompiers subissent la même violence, voire pire, et il n'y a aucune raison de le faire. Et donc ce climat-là, il est indiscutable. Ça, c'est un peu le débat sur les salafistes entre Olivier Roy et Keppel. Est-ce que c'est la salafisation de la radicalité ou la radicalisation En fait, les deux. C'est-à-dire que vous avez à la fois des problématiques de l'intervention policière, parce qu'à force de les retirer pour les remettre, puis faire en sorte que ça ne soit qu'une police d'intervention et pas une police d'enracinement. Ça n'a rien à voir avec la police de proximité, ce que je dis, qui était une fausse invention. Eh bien, vous avez une police qui ne sait plus ce qu'elle doit faire et qui n'est plus présente, enracinée, et qui ne crée plus les conditions de ce qui était la nature même du gardien de la paix, c'est-à-dire la préservation de jour et de nuit du même espace et de la circulation entre le logement et le travail et le logement, donc y compris les transports. On les a peu à peu retirés en disant non, ça coûte cher, il y en a trop, voilà. Et la gestion comptable de la police, parce que le sécuritaire, le militaire et le sanitaire ont été traités de la même manière. Ça ne sert à rien, ça coûte cher et on peut s'en passer, jusqu'au moment où on en a besoin. Quand on en a besoin, on n'a plus de médicaments, on n'a plus de masques. Si vous allez chercher un médicament contre la bronchiolite pour votre enfant dans une pharmacie, je vous conseille de voir l'état de ce qu'est la distribution de ce médicament, alors même qu'il y a une campagne nationale pour le réaliser. Donc on gère la pénurie pour tout, et vous avez raison, de ce point de vue, la police est beaucoup victime, et la pression, la tension qui existe amène parfois à des exactions. Mais l'exaction, elle doit être sévèrement punie, ce qui permet de rétablir la crédibilité de la police et sa relation avec la population. Alain Bauer, le problème, le fléau dans notre pays, c'est le trafic de drogue. Les policiers font ce qu'ils peuvent. On a vu un exemple à Marseille, avec la fac qui a menacé de fermer. Finalement, ça a provoqué une réaction au ministère de l'Intérieur. Il y a des policiers qui vont sécuriser l'accès à la fac. On n'y arrivera pas à réguler, à juguler ce trafic de drogue si on ne prend pas des mesures radicales. De toute façon, le problème, c'est la cohérence. Soit on interdit tout, soit on autorise tout. Il n'y a pas de... Tout est interdit, là. Officiellement, la loi de 70 interdit tout. Donc voilà. ça ne marche pas. Mais évidemment, comme on ne l'applique pas parce qu'elle est inapplicable et qu'on ne sait pas très bien ce qu'on fait, on arrête tous les gens, un peu plus de 100 000 personnes pour usage, et pas les mettre en prison. Il n'y a pas assez de place dans les prisons déjà pour les autres. Donc on leur dit, il ne faut pas recommencer, injonction thérapeutique ou rien du tout. Vous avez même en Guyane une cote officielle de ce qui est toléré dans le trafic. Alors, parfois, c'est 10 grammes, 100 grammes, 1 kilo. Bon. Donc, il n'y a pas de solution, c'est ce que vous nous dites. La cohérence, c'est soit vous interdisez tout et vous dites, écoutez, la répression sera totale. Il y a des pays qui font ça. Et donc, vous dites, je vais mettre 150 000 personnes en prison. Ou vous décidez de traiter le sujet comme il l'était avant la loi de 1970, qui nous a été imposée par les États-Unis parce qu'on les abreuvait de produits stupéfiants grâce à la qualité des productions marseillaise, c'est de dire, écoutez, c'est très simple, d'abord les consommateurs sont des malades et ils doivent être traités comme tels, c'est ce qui existait dans la période 1870-1915. Je rappelle qu'à l'époque, la France avait une régie française de l'opium.
Nous étions nous-mêmes le plus grand dealer du pays. Et le ministre des Finances venait défendre au Sénat contre les élus républicains et médecins l'idée que ça rapportait quand même de l'argent et la taxe, elle était utile. Donc on peut rétablir la Régie française de l'opium. Il y en a qui y sont très favorables. Les États-Unis le font. Non, mais c'est pas la solution qui sera retenue par Gérald Darmanin. Ça, il y a une logique. Voilà. Celle-là. L'autre, c'est je réprime tout, mais je traite les malades comme des malades, les trafiquants comme des trafiquants, et j'évite d'épuiser les policiers dans la répression de la consommation, et je les oriente sur le trafic, je sature le territoire. Je n'attends pas que la fac ferme pour envoyer des policiers, parce que le drame, c'était la réaction d'un certain nombre d'étudiants qui disaient « mais pourquoi c'est nous qui devons partir ?» Oui. Pourquoi c'est nous qui devons partir ? Et donc, il y a une réaction très logique, mais c'est purement réactif. Tout le monde sait que cet endroit est un espace à dealers qui d'ailleurs s'est peu à peu étendu. Les espaces de dealers, le problème c'est qu'ils sont un peu partout. Bien sûr. On entend ce que vous dites, mais il faut intervenir partout de manière proactive. Oui. Et face à la l'enracinement du secteur policier, c'était la sédentarisation des commissariats. C'est ce qui a permis à la gendarmerie, au lieu d'être une gendarmerie des routes et de la prévôté militaire, de s'étendre de chaque côté des routes, puis à la police de s'implanter, de se sédentariser et de créer les conditions d'une sécurisation générale du territoire. Il ne restait que quelques grands criminels et puis on avait une petite et moyenne délinquance ordinaire acceptable. Le vrai drame que nous avons, et je reviens d'ailleurs à la disparition des 2 enfants, c'est que l'extraordinaire du fait divers avant, il nous masquait une certaine tranquillité ordinaire. Aujourd'hui, l'extraordinaire est devenu ordinaire. C'est-à-dire qu'entre la violence, le trafic, la peur, et je ne parle pas des autres épisodes récents de psychose sur des sujets plus sanitaires, en fait, on a l'impression que... On ne parlera pas des punaises de lit. Non, mais toutes les problématiques se cumulent pour une espèce de giga-crise permanente où simplement ceux qui le font, ceux qui gèrent les affaires, et c'est le cas du ministre de l'Intérieur, essayent de répondre à toute une série de problématiques avec des moyens qui ont été longuement réduits. Vous avez eu une réponse au Sénat qui explique le nombre de policiers et de gendarmes qui ont quitté leur fonction depuis 2 ans. 25 000 sur 200 000. Énorme. Vous imaginez la perte d'effectifs et l'incapacité qu'il y a à les remplacer, à former. L'enjeu de les former et puis de les réenraciner. Donc la cohérence est la réponse au problème qui a été posé. Il faut tout choisir, soit tout, soit rien, mais quelque chose. Vive la cohérence. Merci beaucoup Alain Bauer d'être venu ce soir dans Punchline avec Marie Drucker. Le livre, c'est Au bout de l'enquête, aux éditions First, les plus grandes affaires criminelles passées au crime. Merci à vous. Bonne soirée sur Europe 1 avec Hélène Zélani pour l'information et sur CNews avec Christine Kelly. Bonne soirée sur nos 2 antennes.